j'aimerais qu'on adresse aujourd'hui donc le sujet de l'art, de l'artiste et de la sensibilité artistique. C'est vrai que des interviews précédentes, on a beaucoup échangé et abordé donc une facette de votre personnalité qui est celle donc du consultant en psychologie évolutionnaire. Et il y a aussi une autre facette de vous, voilà, qui est aussi peut-être moins connue, en tout cas pour les gens qui vous connaissent à travers le supramental, qui est celle d'un artiste accompli. Et je trouvais ça justement intéressant de comprendre comment cette autre facette, cette partie de vous qui est celle donc d'un artiste, vous a amené dans le monde du supramental et dans le monde de l'analyse et de l'approche multidimensionnelle. Alors pour cadrer un peu donc cet échange, j'ai réuni un petit nombre d'éléments avec voilà, une petite partie pour commencer qui est celle d'une définition de ce qu'on appelle aujourd'hui donc l'art, l'artiste, ce qu'on qualifie d'artistique. Donc voilà, j'ai récupéré un peu ces définitions du dictionnaire Larousse. Donc ce que définit Larousse pour ce qui est de l'art, donc c'est la création d'objets ou de mise en scène spécifique destinée à produire chez l'homme un état particulier de sensibilité plus ou moins lié au plaisir esthétique. Donc là on retrouve encore une fois cette fameuse sensibilité. Artistique, donc toujours dans le dictionnaire Larousse, c'est une personne qui a le sens de la beauté et est capable de créer une œuvre d'art. Donc pareil, la sensibilité, une appréciation particulière. Et pour finir, artistique, qui est fait avec avec un souci de la beauté. On a toujours effectivement un dénominateur commun qui est, on va dire, utiliser cette sensibilité pour chercher cette beauté. Voilà, ce qui va chercher un peu un esthète de manière générale. Vous êtes un artiste, alors je vais aller chercher un peu dans le domaine artistique deux auteurs, de deux artistes dans leur art. Donc Victor Hugo qui disait quel artiste que l'abîme. On retrouve un peu l'abîme, c'est peut-être une dimension, une espèce de vide aux potentialités infinies. Il y a aussi donc Pablo Picasso, vous devez connaître mieux que moi, j'imagine. Dans chaque enfant, il y a un artiste. Le problème est de savoir comment rester un artiste en grandissant. En plus, on retrouve les choses intéressantes qu'on a pu aborder, c'est-à-dire l'enfant, cette espèce de nature un peu vierge, vide de mémoire, qui lui permet de maintenir un peu cette sensibilité. Et pour continuer, ce qui est assez curieux, c'est que effectivement dans votre livre, donc Genèse de l'homme nouveau, il n'y a pas de chapitre dédié à votre sensibilité artistique. Il n'y a pas, en fin de compte, vous n'avez pas mis votre patte, et j'ai trouvé ça assez curieux, alors que cependant, il y a quand même différents passages, différents thèmes qui entourent un peu les capacités d'un artiste. Par exemple, on va avoir l'intuition, donc dans la Genèse de l'homme nouveau, votre livre, page 38, ayant de tout temps intuitivement soupçonné l'existence de la réalité systémique, l'homme en a toujours perçu le caractère multidimensionnel sans jamais avoir été en mesure de l'explorer. Donc là, on retrouve aussi chez vous ce côté sensible, c'est une personne qui va se rendre sensible à des éléments, à potentiellement des dimensions. Donc l'intuition. Toujours dans la Genèse de l'homme nouveau, donc cette fois-ci, page 66, bon, le thème abordé a été la créativité, ou plutôt l'impact créatif de l'homme éveillé. Vous citez, ce n'est pas seulement par ses idées que l'homme nouveau se démarque de l'homme ancien, mais aussi par le fait qu'il agit avec énormément de créativité sur son environnement. Donc là, on retrouve effectivement l'artiste qui crée quelque chose ou qui va être en mesure d'agir créativement dans un environnement donné. Puis après, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'on retrouve aussi, dans cette espèce de sensibilité qui est non assumée, vous savez, un peu le stéréotype de l'artiste qui va être en mesure effectivement d'être un précurseur, un pionnier, qui de par sa sensibilité va intuiter quelque chose qui parfois ne va pas être en mesure de définir complètement, mais d'en définir plus ou moins les contours. Mais on va trouver aussi un aspect où l'artiste qui est torturé par sa sensibilité, c'est-à-dire qu'il n'est pas en mesure de la contrôler, de l'assumer, de la gérer, et donc qui va être en souffrance. Et vous parlez effectivement de cette souffrance-sensibilité, toujours dans la Genèse de l'homme nouveau, page 96. C'est assez paradoxal, car la plupart des gens associent la douleur à la sensibilité. Mais en fin de compte, lorsque nous analysons la situation d'un point de vue évolutif, nous constatons que la souffrance est maintenue par la trop grande sensibilité de l'ego et par son insensibilité relative à celle-ci. S'il était plus ajusté à la réalité systémique, cette même sensibilité lui servirait. Il ne tolérerait pas très longtemps cette souffrance psychologique. Et enfin, vous finissez, une personne ajustée et réellement sensible à la souffrance n'accepte pas la douleur physique ou morale et s'y oppose. Elle réagit aussitôt en s'ajustant. Cela signifie
qu'elle ait réellement évolué. Donc là, on a une approche totale de l'artiste, il n'est plus dans la mégestion de cette sensibilité, mais qui est capable effectivement de la transcender pour être toujours dans une approche créatrice. Donc là, il y a un cap qui a été posé, mais avant qu'on aborde l'ensemble de ces points, j'ai vous poser la première question. Est-ce que c'est cette facette de vous, cette sensibilité artistique, qui vous a amené à avoir justement cette fameuse sensibilité à tous les concepts de supramental ou de ce qu'a pu évoquer quelqu'un comme Bernard de Montréal? Oui, c'est évident. Plus une personne est sensible, plus elle est artistique, plus elle pense en dehors de la boîte, automatiquement. Alors, elle recherche des solutions en dehors de la boîte, en dehors de la norme collective. Un artiste, mentalement, n'est pas autant influencé par le collectif, par la norme collective, l'autorité collective, qu'un individu avec moins de sensibilité, comme la plupart des gens. Les gens ont une certaine sensibilité. Il y a des artistes qui s'ignorent, justement, qui n'osent pas aller en dehors de la boîte, oser poser des gestes, etc. Alors, l'artiste a un sens, justement, de la beauté et de l'esthétique. Mais qu'est-ce que c'est, en fait, la beauté et l'esthétique? En fait, la beauté et l'esthétique, c'est mathématique. Si vous regardez les grands maîtres, si vous étudiez les grands maîtres, ils servaient beaucoup de la proportion d'art, ils servaient beaucoup de la perspective, etc. Autrement dit, de mathématiques. Parce que la proportion d'art, c'est une formule mathématique. C'est une proportion mathématique qu'on retrouve d'ailleurs dans la nature, constamment dans la nature. Si vous allez dans les bois, par exemple, vous sentez bien dans la forêt. Pourquoi? Parce qu'il y a cette proportion. Les arbres ont cette proportion, les feuilles, etc. Tout a cette proportion. Alors, ça va vous calmer, ça va vous... sans que vous ayez conscience de tout ça. Alors, pour revenir à la beauté, l'esthétique, c'est mathématique, dans le sens que la réalité systémique est mathématique. Qu'est-ce qu'il y a derrière les mathématiques? Il y a de l'information. Alors, la dimension systémique ou vibratoire, elle est une dimension qui absorbe l'information, qui store l'information. De là, la mémoire, ce que l'homme appelle la mémoire d'âme, etc., etc. Mais c'est de l'information, donc c'est relativement mathématique. Voyez-vous? La nature est mathématique. Regardez les savants en physique, ils trouvent des formules mathématiques pour définir la réalité physique. Alors l'univers, la réalité systémique, elle est mathématique. Ça fait froid, a priori, mais dans le fond, ça n'enlève pas la beauté. Au contraire, une personne qui est consciente, surtout un artiste qui est conscient, comme les grands maîtres avaient une certaine conscience de ça, des proportions, etc., de la perspective, même au niveau des couleurs, au niveau de la lumière, Vermeer par exemple, au niveau de la lumière, il y a une proportion. Trop de lumière, c'est trop, et pas assez de lumière, c'est pas assez. Autrement dit, il y a une proportion au niveau de la lumière, il y a une proportion au niveau de la couleur, il y a une proportion au niveau de la forme. Alors, grosso modo, c'est un peu ça, un artiste. C'est un scientifique, finalement, qui pense en dehors de la boîte, qui regarde les choses, qui observe les choses différemment. Pourquoi? Parce qu'il il ne se soumet pas à l'autorité, mais de façon intelligente. Il y en a qui le vivent de façon inintelligente, je suis d'accord, mais un artiste qui est moindrement ajusté, il vit de façon intelligente. Autrement dit, il manifeste
son individualité à ce moment. C'est dans la créativité qu'on manifeste notre individualité, que ce soit au niveau de la parole, au niveau de l'écrit, au niveau de la peinture, au niveau du dessin, etc., au niveau de la création pure. Alors effectivement, il va y avoir l'artiste qui va être en mesure d'utiliser cette sensibilité, donc ce rapport au beau, donc cette sensibilité qui lui permet d'identifier le beau pour créer quelque chose encore une fois, de créatif et d'ajusté. Et l'autre, effectivement, qui va avoir une sensibilité artistique qui va l'amener dans une approche qui est non intelligente. Alors, qu'est-ce qui va faire que quelqu'un qui a cette sensibilité va être en mesure de faire quelque chose d'intelligent, en somme de créatif, et une autre personne qui va mal gérer cette sensibilité et aller vers l'intelligence? Qu'est-ce qui fait qu'une personne est apte et l'autre non? Une personne qui est moindrement ajustée, elle va utiliser justement les mathématiques pour créer l'œuvre. Elle va utiliser, elle n'utilisera pas seulement son intuition. Utiliser seulement l'intuition, c'est l'équivalent d'essayer de définir la réalité systémique de façon psychologique, de façon intuitive. Voyez-vous? Alors, donc, de façon polarisée. Alors, l'artiste qui essaie d'exprimer cette facette intuitive peut l'exprimer de façon négative ou positive, mais il est assujetti à ses interprétations et à ce qui se passe en dehors de lui. Voyez-vous? C'est influençable facilement. Pour ça, il y a beaucoup d'artistes qui copient d'autres artistes. Littéralement. Un artiste s'inspire d'autres artistes, évident, mais il ne s'inspire pas du style nécessairement de l'artiste. Voyez-vous? Il va s'inspirer, par exemple, par exemple, moi, j'ai été inspiré par Vermeer. Voyez-vous? Découvrir comment il faisait ses peintures, comment il arrivait à utiliser la lumière comme il l'utilisait, etc. Alors, il y a une étude. C'est pas seulement intuitif. Donc, il y a une conscience de la réalité mathématique de la beauté. C'est les peintres qui utilisent cette réalité-là, qui réussissent le mieux à créer des œuvres qui sont permanentes, qui durent dans le temps. On a l'impression effectivement que les artistes qui vont marquer, qui vont perdurer dans le temps, ce sont ceux qui ont été capables de matérialiser une certaine harmonie qui viendrait encore une fois de cette cinquième dimension qui cadre, qui donne un peu, comment dirais-je, un ordre des choses. On retrouve un système, effectivement, on peut trouver facilement des liens et des cohérences entre le son, la peinture, la lumière. C'est comme s'ils avaient une connexion dans un même ordre donné ou dans un même système avec des lois et des normes. Et vous avez aussi mentionné quelque chose d'autre qui est aussi intéressant, c'est que certains, alors on a abordé ceux qui faisaient ça créativement, de manière intelligente, et ceux qui faisaient ça de manière inintelligente, et il y a aussi ceux qui ont cette sensibilité, mais qui n'osent pas, tout simplement, sauter le pas de l'artiste. Qu'est-ce qui fait que ces personnes n'osent pas sauter ce pas? C'est encore cette pression du collectif? Ouais, la crainte, le doute, la peur, toujours lié au collectif, toujours lié à la peur du jugement du collectif, etc. Ça empêche les gens, justement, de passer à l'action. Voyez-vous? Donc, ils sont assujettis au jugement collectif, donc à l'autorité collective. Ça revient tout le temps à la même chose, finalement. Voyez-vous? Alors, l'artiste qui dort, dormant, si vous voulez, il ne peut pas. Tant qu'il ne prend pas conscience de ce qui l'empêche de manifester son côté artistique, son côté créatif, finalement. Alors, c'est quoi qui l'empêche? C'est comment il a été programmé. Voyez-vous? Comment son environnement l'a programmé. Comment il s'est programmé lui-même
à travers l'influence de son environnement. Alors, il peut avoir des tendances très artistiques, mais il n'ose pas. Il peut être très bon, il peut être un sens de la beauté très développé, mais il n'ose pas manifester ça en public. Voyez-vous? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas du jugement. S'il n'y a pas du jugement, ça veut dire qu'il y a un lien avec le collectif. Il y a une part de l'autorité collective, du jugement collectif. Voyez-vous? Part du rejet. C'est puissant. Tant qu'une personne n'a pas conscience de ces mécanismes-là, de ces automatismes-là, il ne peut rien. C'est plus fort que lui. C'est très puissant. Seule différence, lorsqu'il prend conscience, lorsqu'il commence à être instruit de cette réalité systémique-là, la mécanique, à ce moment-là, il peut observer les automatismes. Et s'il est en mesure d'observer ces automatismes-là, en temps réel, c'est évident, à ce moment-là, les automatismes tombent. La même chose que vous dansez, vous avez du plaisir à danser, à bouger, vous suivez la musique, vous ne pensez pas dans ce temps-là. Vous suivez la musique, c'en est de l'art, ça. Même si vous ne vous considérez pas comme un artiste, lorsque vous dansez, même si vous ne dansez pas parfaitement, vous laissez aller, c'est de l'art. Mais aussitôt que vous regardez vos pieds, si les gens vous regardent un peu, paf, tout s'arrête. C'est le même phénomène. Aussitôt qu'un automatisme est observé, alors l'artiste, c'est la même chose. S'il ne suit pas ces automatismes, justement, s'il n'encourage pas certains automatismes, il se mêle trop de ces automatismes-là qui lui sont... qui l'aident à créer, à ce moment-là, ben, il intervient. C'est l'intellect qui intervient à ce moment-là. Voyez-vous? Si la personne n'est pas suffisamment évoluée, ben, elle va intervenir psychologiquement. Elle va essayer de comprendre, etc. Voyez-vous? Tandis qu'une personne qui est plus évoluée, qui est plus consciente, ben, elle va se laisser aller dans les automatismes. Ou elle va intervenir dans certains autres automatismes qui lui nuisent. Alors, il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau, là. Voyez-vous? Des gens ont la mémoire, le passé, etc. Ça, faut tout brûler. C'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. On fonctionne vibratoirement, donc on fonctionne à travers des automatismes. Le problème, c'est que l'homme n'en a pas conscience, suffisamment conscience. Il est beaucoup plus automatisé et robotisé qu'il croit. Alors, lorsqu'il en prend conscience, lorsqu'il est en mesure d'observer ce phénomène-là, il est en mesure d'intervenir ou d'encourager certains automatismes, à ce moment-là, il commence à être maître de sa vie. Voyez-vous comment ça touche à l'art? Alors, ça touche à la créativité tout le temps. Parce que lorsqu'on encourage certains automatismes, on devient créatif. Lorsqu'on intervient dans certains autres automatismes, automatiquement, ça devient créatif aussi. Voyez-vous? Tout être humain a un potentiel artistique, au fond. Des fois, c'est très profond. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a parlé précédemment de proportion, d'équilibre, quand on parlait du nombre d'hommes, et là, quand on parle effectivement du mécanisme très subtil pour ce qui est de l'ordre de la création artistique, puisque d'un côté, il faut être en mesure de comprendre, d'identifier les automatismes pour être en mesure de créer quelque chose, mais à partir du moment où on fait un focus ou une fixette trop élevée sur ces automatismes, l'intellect vient alors bloquer le mécanisme. Un peu comme l'exemple que vous venez de dire, c'est-à-dire voilà, qu'on se laisse aller
on peut danser et embrasser quelque part à travers des rythmes, une symphonie, mais dès qu'on se regarde dans une glace ou qu'on regarde ses pieds, on bloque alors le phénomène. Alors, qu'est-ce qui prend alors Qu'est-ce qui fait qu'on trouve le bon ajustement? C'est quoi? Ça va être un entraînement. Qu'est-ce qui fait qu'on trouve cette proportion d'or, mais auprès de nous-mêmes, pour être dans un parfait équilibre? Ben, c'est la conscience de cette réalité-là. Autrement dit, la conscience, comment ça fonctionne? On fonctionne à travers des automatismes. Les gens, les intellectuels, ils croient que on fonctionne à travers notre intelligence, c'est nous qui décidons, etc. Parce qu'on est logique. Et certains intellectuels poussent la logique à l'extrême, là. Mais ils croient que c'est eux autres qui décident tout. Dans le fond, même le côté intellectuel de ces individus-là, c'est des automatismes. Voyez-vous? Qui ont poussé à fond. À travers, comment? En étant supportés justement par de très grandes insécurités. Quoi donc? Pourquoi on voudrait savoir? Pour se sécuriser. Voyez-vous? C'est la même chose pour l'homme nouveau, dans le sens que ce qu'il sait de la réalité systémique le sécurise énormément. Sa capacité à observer, c'est ça qui le sécurise. J'ai toujours dit, c'est comme les arts martiaux. C'est la capacité d'être en mesure d'observer ce qui se passe au moment où ça se passe en temps réel qui est important. Vous pouvez faire les katas que vous voulez, vous pouvez faire la technique pendant 10 ans, 20 ans. Si vous ne pratiquez pas en temps réel le combat, vous ne serez pas en mesure de gérer l'énergie. Il va y avoir trop d'énergie pour votre capacité mentale à la gérer. Alors la pratique, c'est important. En temps réel, on peut penser ce qu'on veut, on peut croire ce qu'on veut au niveau de la conscience, au niveau de se penser conscient, parce qu'on est capable d'englober intellectuellement une certaine partie de la réalité supplémentaire. Mais dans le fond, c'est la pratique en temps réel, dans votre propre vie. Voyez-vous? C'est là que la créativité rentre en ligne de jeu. La créativité commence quand vous êtes en mesure d'intervenir en temps réel. Ou de ne pas intervenir en temps réel, mais en conscience. Voyez-vous? Alors, la conscience de l'observation, c'est exactement la même chose. L'artiste qui peint, il s'observe. Voyez-vous? Mais il s'observe juste assez pour ne pas intervenir. S'il intervient trop, il crée un désastre. Voyez-vous? Alors l'artiste accompli, il va utiliser ces automatismes-là. Sa capacité du trait. En fait, sa capacité d'absorber l'erreur, parce qu'il y a toujours une erreur dans le terrain. Erreur-correction, erreur-correction. Voyez-vous? Mais c'est sa capacité d'absorber l'erreur qui est importante. Et l'utiliser, l'erreur, créativement. Alors, c'est toute une question de transmutation. Voyez-vous? C'est intéressant parce qu'on parle effectivement de l'artiste qui va venir faire son trait et qui va le répéter un nombre indéfinissable de fois. On parle effectivement aussi du sportif qui va faire un sport de combat, le karaté ou autre en l'occurrence, et qui va répéter 1000 fois un mouvement. Et on a l'impression qu'assez paradoxalement, le but est de répéter un mouvement consciemment pour finalement le réaliser inconsciemment. Ouais. C'est assez intéressant et c'est assez contre-intuitif, mais quelque part, c'est un peu le seul moyen pour que l'intellect n'intervienne pas. C'est ça. Et visse un peu le phénomène. L'intellect, si vous voulez, la capacité intellectuelle intervient au départ. Peut intervenir au départ. Ça prend une certaine... Mais ça dépend comment on l'utilise, l'intellect. On peut l'utiliser psychologiquement ou on peut l'utiliser vibratoirement.
OK? Alors, lorsqu'on a conscience des mécanismes vibratoires, on est dans une conscience multidimensionnelle, vibratoire, on peut intervenir au départ en établissant une constance pour répéter le geste ou la chose pour créer un automatisme éventuellement. Voyez-vous? Là, il y a conscience de ce qui se passe. Mais l'homme, c'est pas ça qu'il vit. Il vit automatiquement ça. Il n'en a pas conscience. Alors, lorsqu'il prend des mauvaises habitudes, il ne peut pas intervenir. Il se crée des automatismes malgré lui. Autrement dit, les automatismes de l'homme inconscient, l'homme involutif, se sont créés malgré lui. Il ne réalise même pas qu'il est parfaitement automatisé, avec une certaine conscience de surface de la résultante de ces automatismes-là. C'est ça l'homme actuel. L'homme nouveau, c'est l'homme qui sait qu'il est automatisé, que comment ça fonctionne, mais qui peut intervenir dans tout ça. Voyez-vous? C'est ça la liberté. La prison, c'est ne pas savoir qu'on est assujetti à toutes sortes d'automatismes comme ça. Voyez-vous? L'homme ne sait pas. Il ne s'agit pas de savoir seulement que c'est pas nous qui pensons. C'est simplet, ça. Voyez-vous? Ouais, c'est évident, mais il faudrait l'expliquer. L'homme, c'est pas l'homme qui pense, c'est parce que c'est pas l'homme qui a conscience de ces automatismes-là, ça se fait tout seul. Il est mécanique. L'homme est beaucoup plus mécanique qu'il croit. C'est lorsque l'homme prend conscience de ces mécanismes-là qu'il se libère relativement de cette mécanique-là. Autrement dit, il n'est pas 100% assujetti à cette mécanique. On utilise à ce moment-là le système, la capacité automatique, si vous voulez. Mais c'est nous, en conscience, qui intervenons, qui décidons jusqu'à un certain point. À cause qu'on a conscience de... Alors, imaginez un artiste qui utilise tout ça, là. Voyez-vous? S'il veut développer quelque chose, il le développe. Il échec constant et il crée d'autres automatismes, quels qu'ils soient. Au niveau de la perspective, par exemple, au niveau de la proportion d'art, on peut pousser ça à l'extrême. C'est d'autant plus intéressant, c'est qu'on retrouve, encore une fois, dans l'artiste qui va répéter un mouvement et qui va assumer cet échec, on retrouve effectivement cette sorte de sensibilité artistique aussi chez l'inventeur, chez l'entrepreneur, qui est en mesure, en fin de compte, de dépasser cette peur et cette honte de l'échec. Et je trouve que c'est vraiment le dénominateur commun d'une même, en fin de compte, sensibilité artistique, et peu importe l'échec, de la même manière que l'artiste va accepter que le trait soit pas parfait, ou que le sportif qui fait un sport de combat accepte que son coup n'est pas réalisé parfaitement, mais il va accepter cet échec-là, comme l'inventeur qui va échouer des milliers de fois pour réussir une seule fois. Alors, qu'est-ce qui fait justement que l'artiste ou l'inventeur dépasse cette peur de l'échec? Son niveau d'évolution. Une personne, par exemple, un inventeur ou un artiste qui a de la difficulté à dépasser cette peur, autrement dit, à absorber l'erreur. OK? C'est un artiste qui est programmé d'une certaine façon. Oui, il pense en dehors de la barre. Oui, il s'individualise plus que d'autres. Mais il y a de la difficulté à dépasser cette peur de l'échec, cette peur de l'erreur-là. Il y a de la difficulté à l'absorber à cause de son lien avec le collectif, justement, à cause du jugement encore. Voyez-vous, là? Sa peur du rejet, etc., des autres. Alors, il ne réalise pas, mais c'est ça pareil. Et à ce moment-là, ben, ça le limite, ça le fait souffrir, voyez-vous? Malgré que c'est une personne qui a tendance
à regarder les choses en dehors de la boîte, il va en souffrir de ça. Pourquoi? Parce qu'il y a encore un trop gros lien avec le collectif. Ça le ramène. Voyez-vous? Il en souffre. Il n'ose pas. Voyez-vous? Il y a de la difficulté à absorber l'erreur à cause de ça, à cause de son lien avec l'autorité collective. Il n'est pas suffisamment individualisé, pas suffisamment évolué, donc conscient. Alors vous avez des différents niveaux d'évolution chez les gens involutifs, okay, qui font cette différence-là. Et chez une personne un artiste qui est connecté avec la réalité systémique, ben à ce moment-là, il est en évolution créative, finalement. Ça finit plus, là. Voyez-vous? Il a la capacité de créer dans tous les domaines, comme il veut. C'est ça, les pouvoirs. C'est simple, les pouvoirs. On a vraiment l'impression que de la même manière que l'artiste est en mesure d'apprécier un système, de voir sa beauté et d'utiliser créativement, on a parlé aussi de l'inventeur, il y a vraiment ce côté où l'artiste a vraiment cette fameuse vue que vous évoquez, supramentale, c'est une vue qui voit un peu les rouages du système, qui voit son mécanisme, et qui est en mesure vraiment de voir à quel point il peut être prisonnier par ces différents mécanismes, et à quel point les autres y sont assujettis. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve effectivement, c'était une notion aussi que je voulais aborder, cette espèce de passion que va avoir l'artiste pour la liberté, justement, ce côté un peu libre. C'est ça, par contre, elle est plus ou moins sujette à une certaine relativité, mais cette liberté, justement, est-ce que c'est ajusté de dire que cette liberté, en fin de compte, c'est la capacité de l'artiste à savoir à quel point il est prisonnier de ses propres systèmes ou de ses propres mécanismes? Ouais, c'est ça, de se libérer de ses propres... Mais il n'en a pas conscience. Sa liberté, elle est toujours liée aux autres. Elle est toujours liée au collectif. Il veut se libérer du collectif, mais il ne sait pas comment il est prisonnier du collectif, finalement. Voyez-vous? Alors, il y a un paradoxe là, dans sa souffrance. C'est ça qui le fait souffrir, d'ailleurs. Voyez-vous, il veut être libre, mais il ne sait pas comment devenir libre. Il ne sait pas qu'est-ce que c'est réellement la liberté. Voyez-vous? La liberté, c'est être libre de l'influence collective, être libre du jugement collectif, du jugement des autres, etc. Donc, être libre de la mémoire, finalement, des autres, puis de sa propre mémoire. Voyez-vous? Comment on a été élevé, finalement. Parce qu'on a été élevé par des individus qui étaient inconscients. Alors, c'est notre job à nous autres de se libérer de ça. Voyez-vous? Alors, mais pour se libérer de ça, il faut connaître les mécanismes qui nous emprisonnent. Si vous êtes prisonnier dans une cellule, puis vous voulez vous évader, vous êtes mieux d'étudier les mécanismes qui vous enferment, qui vous rendent prisonnier, soit la porte, soit comment vous allez vous évader. Vous allez devoir faire vos devoirs, justement. Voyez-vous? Alors, connaître la mécanique de ce qui vous enferme, ce qui vous maintient prisonnier. C'est la même chose. Mais l'inconscience, c'est ça. L'homme n'a aucune conscience de ça. Aucune. On retrouve aussi un autre paradoxe chez l'artiste, c'est qu'effectivement, il y a sa volonté d'être libre. Donc, libéré du jugement des autres, libéré de la peur, libéré de cette pression du collectif qui va le contenir dans une boîte dans laquelle il se sent vraiment très à l'étroit. Mais d'un autre côté, un artiste va aussi chercher parfois une notoriété, une reconnaissance d'un public, d'une population ou d'un collectif dont il a voulu s'émanciper. Mm-hmm. Alors, comment apprécier un peu ce... Un autre paradoxe. Alors, plus un individu est lié au collectif,
au jugement collectif, etc., à travers la peur, etc., la peur du rejet, jugement, etc., plus il va essayer de se libérer de ça, mais sans savoir c'est qu'est-ce qui le maintient prisonnier. Voyez-vous? Alors, il ne peut pas se libérer tant qu'il ne prend pas conscience de la mécanique systémique. C'est ça le problème dans tout ça. Fait que, c'est un catch-22, il appelle. Il ne peut pas s'en sortir. Impossible. Tant qu'il ne prend pas conscience de la mécanique systémique. Ou de la mécanique qui le maintient prisonnier, encore une fois. Ça veut dire qu'un artiste totalement abouti et dans l'intelligence ne va pas rechercher une notoriété ou une validation par un public. Il va se satisfaire lui-même en fin de compte de ce qu'il crée créativement. C'est ça. Crée des choses qui, il n'y aura pas la même, il y aura pas le même besoin émotif de reconnaissance. Il va se reconnaître lui-même. Voyez-vous? Alors, c'est évident, si un artiste gagne sa vie avec ça, il a besoin d'une certaine reconnaissance, mais pas en fonction nécessairement du collectif comme tel, comme on parlait tout à l'heure, mais en fonction de s'ajuster pour justement mieux gagner sa vie. Autrement dit, il va ajuster comment il fait ses peintures, un portrait par exemple, pour plaire aux gens qui le paient. Mais ça va être purement... ça ne sera pas émotif. Tandis qu'un autre artiste, s'il se fait critiquer le moindrement, c'est la cata. Là. Pourquoi? Parce qu'il est trop lié au jugement des autres. Donc, il travaille en fonction du jugement des autres tout le temps. Il est lié à ça. Une personne comme ça va souffrir automatiquement. C'est quand un artiste se libère de ça, puis il est plus pragmatique au niveau de gagner sa vie, etc., là, c'est différent. Là, il ne fait pas pour des raisons émotives. Il fait pour des raisons pragmatiques, réelles. Manger. Voyez-vous? Il est, dirons-nous, créatif avec sa créativité. Ouais. Qu'il n'en souffre pas de la même façon. Il peut en souffrir pareil, là, mais il peut souffrir de ne pas faire suffisamment d'argent pour survivre. Mais il va s'arranger pour... Il va s'adapter à son environnement. Même si son environnement est tout croche. C'est ça, l'homme nouveau va parfaitement s'adapter aux autres, à son environnement. Son environnement est tout croche, il s'adapte à son environnement. Il n'a pas le choix. Ça fait partie de la réalité. Il n'a pas le choix de s'ajuster à cette réalité-là. Mais ça ne veut pas dire que lui, il fonctionne de la même façon. Voyez-vous? Là? C'est la différence. Sans ça, on devient une ermite, là. De se mettre isolé dans le bois, là. Il y en a qui le vivent, ça. Qui pensent que je suis conscient, je suis en train de fusionner, etc. Puis ils s'isolent dans le bois, là. C'est pas de même que ça marche. Voyez-vous? Contraire. On est obligé de s'ajuster à la réalité. Alors, si notre environnement, dépendant de notre environnement, je ne parle pas de façon générale, je parle seulement au niveau de l'environnement. On est obligé de s'ajuster. On vit dans une société, vous êtes en ville, etc. Vous ne pouvez pas vouloir être libre comme si vous étiez dans le bois. Ça n'a pas de sens. Voyez-vous? Ou comme si vous étiez sur la planète Mars. Ça n'a pas de sens. Vous vivez dans une grande ville, il y a les avantages et les inconvénients. Il faut que vous adaptiez à cette réalité-là.
Essayez, si c'est trop exagéré, par exemple, bon, ben, à ce moment-là, vous essayez de changer les choses le mieux que vous pouvez. Mais, vous êtes dans un environnement qui n'est pas ajusté à la réalité systémique. Il faut que vous en teniez compte de cette réalité-là. C'est ça, s'adapter au réel. Voyez-vous? C'est pas seulement la réalité systémique, là. Notre environnement. Voyez-vous? On a l'impression effectivement qu'il y a une sensibilité certes, voilà, on va dire de la réalité systémique, mais il va y avoir un environnement avec lequel il faut faire avec, qui est face à nous. Et c'est aussi justement cette sensibilité qui nous permet d'avoir une sorte d'agilité créative. Ouais, est-ce que c'est ça que vous appelez justement être créatif avec son environnement? Oui, exactement. Il y a plusieurs façons, mille et une façons d'être créatif. Oui. S'adapter à son environnement, c'est être créatif. Il faut être dans l'intelligence de ce qui se passe dans son environnement. Si vous êtes dans l'intelligence de ce qui se passe dans votre environnement, ou si vous savez l'esprit de votre environnement, voyez-vous? Il y a de l'esprit qui est ici, il y a de l'esprit qui est là. Hein? C'est quoi l'esprit? Et effectivement, on parlait tout à l'heure effectivement de l'artiste donc qui s'émancipait totalement d'un public ou d'une notoriété quelconque, parce que voilà, il est complètement dépassé ça. Et on parlait justement aussi de l'autre côté des inventeurs, et on retrouve effectivement un phénomène assez intéressant, c'est justement lié à l'introduction, on va trouver un peu l'artiste pionnier, l'artiste précurseur, qui va intuiter des nouvelles réalités ou un nouveau beau, toujours connecté à ce environnement systémique, qui est au début vachement critiqué, et qui après, ce qu'il a créé est apparu comme une évidence. Donc c'est assez intéressant, parce qu'il y a quand même une espèce de basculement de ce fameux collectif. Vous savez, c'est la fameuse phrase qui est attribuée à Schopenhauer. Il disait que toute vérité passe par 3 étapes. Elle est d'abord ridiculisée, elle est violemment combattue, et enfin elle est acceptée comme étant une évidence. Et quand on voit l'histoire des différents inventeurs, de génies et les différents artistes, il y a toujours au début effectivement un collectif qui va être dans une certaine animosité, puis après un collectif qui va, s'emballer par ce mouvement. Qu'est-ce qui fait alors qu'à un moment, ce fameux collectif, il twist de cette manière? Ouais, intéressant ça. Au départ, le collectif, justement, n'est pas adapté au niveau de ses automatismes, OK? Pas adapté à la nouveauté. OK? Tout ce qui est nouveau pour lui, là, non. Ça ne marche pas, là. Je ne suis pas automatisé pour ça, là. C'est ça qui se passe, en fait. Et par la suite, là, ça va être combattu pendant un certain temps. Mais là, tant que ça reste, tant que ça demeure, c'est parlé, etc. Et finalement, c'est la constance de cette créativité-là dans le temps qui va faire la différence, qui va faire que le collectif va s'adapter à ça. Ça va être de plus en plus accepté. Voyez-vous? Autrement dit, il va y avoir constance, prise de conscience, de façon constante. Même si la chose, au départ, elle est repoussée. Voyez-vous? Prenez Picasso au niveau du cubisme, même phénomène. Grosse réaction. T'sais? La première peinture la première œuvre que Picasso a fait, Les Demoiselles d'Avignon, c'était la première qui avait un aspect, l'aspect de ce style de peinture-là. Et ça n'a pas été accepté du tout.
par personne autour de lui, là, même les proches autour de lui. Hein? C'est intéressant parce qu'effectivement, encore une fois, dans le cubisme, donc, il est arrivé comme précurseur, mais il a maintenu, il n'a pas dévié. Ça. Et j'ai l'impression qu'on retrouve quelque part, encore une fois, un mécanisme, c'est-à-dire une répétition qui crée une programmation. Il y a une, puis deux, puis trois, puis quatre personnes. C'est ça. Et on y revient. Les gens s'habituent, les critiques sont différentes, etc. Et à force d'être exposé au nouveau, ah, ok, ouais, là. Malgré eux, parce qu'ils se créent des automatismes. Voyez-vous? Ils sont subtils, ceux-là. Là. C'est pas des mécanismes, c'est pas des automatismes mécaniques, là, comme tels, physiques. C'est mental. Et c'est assez drôle parce que va y avoir d'un côté donc l'artiste qui, en se dédouanant le plus possible du collectif, va oser. Il va plus être contraint à la honte, même à la timidité ou quelque chose comme ça face à un public, par exemple, ou pour exposer son œuvre. Il va y avoir un collectif qui va être au début réticent, puis après ambassadeur de la nouveauté. Mais ce qui est intéressant, c'est que on a l'impression que ce collectif qui est réticent à cette nouveauté, il va avoir une certaine, justement, appétence au choc, à la critique, à la nouveauté. Donc qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire que même cette masse, même ce public, va avoir aussi quelque part cette petite étincelle artistique qui va lui faire apprécier justement les personnes qui vont faire scandale, etc. Ouais, mais c'est surtout par habitude. Il s'habitue à la chose. À cause justement qu'il y a certains individus qui sont plus artistiques, qui sont plus ouverts, qui vont critiquer ça d'une façon créative, positive, si vous voulez. Oui, puis tranquillement, pas vite, la masse s'habitue. C'est ce qui est arrivé avec le cubisme, c'est ce qui est arrivé avec toutes les inventions, finalement. L'être humain n'est pas, en général, là, est très réticent à la nouveauté. Très réticent. Une fois qu'il embarque, là, c'est comme l'iPhone. Une fois qu'il embarque, là, c'est final. Hein? Par mimétisme, surtout, aussi. Et les gens s'habituent. C'est compliqué au début. On regarde ça. Après ça, les enfants, par exemple, ils catchent ça tout de suite. Ça devient à la mode. Cubisme, ça devient à la mode. Tout devient à la mode, éventuellement. Lorsque l'artiste, les artistes persistent. Autrement dit, il faut que l'artiste, pour qu'il continue à exposer ses œuvres, par exemple, il faut qu'il soit convaincu de la valeur artistique de ses œuvres. S'il n'est pas convaincu de la valeur artistique de ses œuvres, il va lâcher à la moindre critique. Tandis qu'un gars comme Picasso, il persistait. On en revient à cette capacité d'absorption. J'absorbe l'échec, je vais absorber ces critiques, ouais. Mais n'en déplaise, je vais quand même continuer dans cette dynamique. Quoi. Ouais. C'est ça. Et cette peur de la nouveauté, donc de la part du collectif qui va les amener en première étape à ridiculiser ou à critiquer, c'est une insécurité. C'est faire sortir les gens d'une certaine habitude. Oui, c'est de l'insécurité face au vide, face à la nouveauté, tout le temps. C'est un manque d'intelligence. La personne est assujettie justement à sa mémoire, au collectif, au jugement du collectif, à ses craintes, ses peurs. Ça a tout rapport avec l'autorité collective. Elle peut pas... ça, c'est la preuve de l'automatisme presque total de l'être humain. Il n'accepte pas tout ce qui est nouveau, tout ce qui n'est pas automatique, tout ce qui n'est pas habituel. Habituel, automatique, ça va ensemble.
Synonyme. Voyez-vous? Tout ce qui n'est pas habituel, là, ça l'énerve. Comme un animal. Prenez n'importe quel animal, mettez-le mettez quelque chose dans son environnement qu'il ne connaît pas, là. Vous allez voir sa réaction. Même chose avec l'homme. Pourquoi? Parce que l'animal, c'est une bête d'habitude. L'animal, c'est que ça. Il ne pense pas plus qu'il faut, là. L'homme pense, mais ça le maintient justement dans ces automatismes-là. Il a la capacité de découvrir comment ça fonctionne, mais il l'utilise mal, il ne l'utilise pas. Sa capacité intellectuelle, c'est à ça que ça sert. Mais il faut qu'il switch, si vous voulez, excusez l'anglicisme, il switch d'une conscience psychologique ou une approche psychologique à une approche vibratoire, multidimensionnelle. À ce moment-là, tout s'éclaire, éventuellement. Et justement, effectivement, donc, on parle de cette capacité à switcher, à basculer d'une approche à une autre, qui est possible à travers une certaine sensibilité. Vous avez abordé effectivement le fait que l'homme nouveau, c'est une personne qui, de par sa sensibilité, va être en mesure d'avoir une agilité, de s'adapter à tous les événements et s'adapter au fin compte à une réalité à la fois systémique, mais aussi une réalité qui est la sienne et qui n'est pas forcément en raccord. Et justement, dans cette approche un peu de tout ça, dans cette approche du supramental, cette réalité, cette analyse multidimensionnelle, vous, est-ce que c'est votre qualité d'artiste ou c'est cette sensibilité d'artiste qui vous a amené à vous intéresser au supramental et à Bernard de Montréal, par exemple? Oui, c'est évident. C'est une ouverture d'esprit, dans le sens que j'ai toujours été en deçà du collectif. Voyez-vous? J'ai toujours été à l'écart du collectif. Alors, tout ce qui est à l'écart du collectif va m'attirer. Voyez-vous? Quand j'ai entendu parler Bernard la première fois, ben, ça fitait, ça concordait parfaitement avec ce que je vivais. Voyez-vous? En d'autres mots, mais il y avait un vocabulaire différent, mais ça revenait à la même chose. Voyez-vous? Alors, c'est la même chose pour toute personne qui écoute mes vidéos, qui écoute les vidéos de Bernard, etc. La personne qui est prête, qui a besoin de savoir, elle va le savoir que c'est dans cette direction-là qu'il faut aller. Voyez-vous? La personne qui n'est pas suffisamment évoluée, ben, elle va continuer à cheminer dans la spiritualité, dans l'ésotérisme, etc. Pourquoi? Parce qu'elle se base justement sur le collectif, sur ce qui est la mémoire ancienne, qui est liée au collectif. Parce qu'elle n'est pas en mesure de sortir, se libérer de l'influence collective, l'autorité collective. L'ésotérisme, c'est une autorité. La spiritualité, c'est une autorité. Liée à quoi? Liée à Dieu, à la divinité, etc. C'est les deux. Voyez-vous? Alors, c'est très... Pourquoi les gens adhèrent à ça plus facilement? C'est rassurant pour eux. Voyez-vous? Ils ne sortent pas nus en dehors de la boîte, là. Ils ont peur. C'est la peur, la crainte qui empêche de se libérer. Alors, ils s'enlisent encore plus. On parle effectivement, on a un peu une approche assez ludique sur une personne qui va aller dans un certain hermétisme, s'isoler tout seul dans la nature. Mais j'ai aussi l'impression que chez l'artiste, il y a quand même une certaine aussi solitude, une certaine individualité, du fait même, on rend compte qu'il n'a pas besoin
voilà, d'avoir un approuvement, une validation du collectif. Est-ce que un artiste ou un homme nouveau, c'est quelqu'un qui est par définition et de par son identité seul? Ouais, mais on ne parle pas de la même solitude, là. Il est seul en rapport avec le collectif, voyez-vous, ou la conscience involutive. Mais au niveau physique, au niveau relationnel, il n'est pas seul. Il a besoin de relationnel, pareil comme n'importe qui d'autre. Voyez-vous, il s'en sert différemment, par exemple. Il n'est pas assujetti à ses relations. Il a un besoin relationnel, mais pas à n'importe quel prix. Il doit avoir une appréciation de son relationnel ou aux personnes avec qui il relationne. Il doit apprécier. Il n'est pas prisonnier. Si la personne n'est pas appréciable, il ne sera pas intéressé à relationner avec cette personne-là. Voyez-vous? Alors, il est libre. C'est ça la liberté. C'est le discernement, c'est la capacité d'observation, justement, de ce qui se passe. Voyez-vous? C'est ça qui lui permet de créer aussi. Il crée sa vie en fonction de ces nouveaux paramètres-là. Voyez-vous? C'est ça, créer. À toutes les sauces. On n'a pas fini de s'étonner au niveau de notre créativité. Individuellement et collectivement. Je ne parle pas du collectif du monde, là, en général. Là. Des gens qui sont plus ajustés. En relation, justement. Est-ce que c'est juste de dire effectivement que cet homme nouveau est en quelque sorte une sorte d'artiste accompli cette réalité systémique? Ouais, c'est un artiste de la vie. Il devient un virtuose de la vie. C'est ça l'homme nouveau. Il s'en sert finalement, au lieu d'être asservi à la vie, comme un animal. L'être humain est beaucoup plus animalisé qu'il croit. Il est beaucoup plus créatif potentiellement qu'il le croit aussi. Il suffit qu'il s'ajuste à la réalité. Et Okay. Oui. pour pouvoir s'ajuster justement à cette créativité, pour pouvoir se rendre compte aussi, pouvoir apprécier les mécanismes qui régissent les autres, mais qui aussi qui nous régissent, il faut avoir cette fameuse sensibilité. C'est-à-dire pour pouvoir apprécier. Il faut savoir, il faut être capable de se servir de cette sensibilité pour découvrir, si vous voulez, explorer la réalité systémique. Vous pouvez avoir la sensibilité que vous voulez. Si vous n'êtes pas en mesure d'explorer ou de vous ajuster à la réalité systémique, vous allez souffrir. Voyez-vous? Votre sensibilité doit vous servir. Et elle sert, premièrement, à vous ajuster à la réalité systémique. À l'explorer, à la connaître, et vous ajuster. D'ailleurs, Bernard en parlait de ça. En même temps. Il utilisait des formes, puis en même temps, il détruisait ces formes-là. Il utilisait les formes, puis là, il détruisait, entre les lignes. Écoutez les conférences de Bernard, vous allez voir. À un moment donné, ça semble se contredire. Si vous êtes objectif, là, le moindrement, ça semble se contredire. Bon, ben, la contradiction, c'est ça.